Ça va, c'est bon, les histoires de micro et technique. En tous les cas, je suis et nous sommes très satisfaits d'être ici ce soir pour vous donner la primeur du document que vous avez peut-être entre les mains, que vous aurez, qui est donc l'étude sur l'état du documentaire sur 10 ans, 2000-2010. Elle est le fruit du travail très collectif du ROD. Il faut savoir que le ROD rassemble des réalisateurs, des auteurs et des producteurs avec des associations, des syndicats comme ADOC, comme le C7, comme... alors après c'est l'histoire de l'ibouche ou genou, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas en oublier un, quoi. Donc c'est ADOC, le C7, la SRF, le SPI et l'USPA par ordre alphabétique. Quand le ROD s'est créé, c'était vraiment en 2007. On a trouvé qu'entre les auteurs, les réalisateurs et les producteurs, il y avait vraiment urgence à se mettre autour d'une table pour réfléchir ensemble à l'évolution de nos métiers et donc par là même à l'évolution du documentaire. On a, avec un but commun, qui était de continuer à donner à voir des films forts qui soient au centre de la réflexion, des désirs et des envies, bien évidemment. Toujours dans l'exigence en plus de donner aux spectateurs de quoi s'interroger, se distraire et comprendre. Donc quand on a fait ce constat collectif qui avait mis en danger finalement de ce que je viens de vous dire, aussi bien pour nous professionnels que pour les spectateurs de l'autre côté, nous avons lancé cette étude. Et cette étude, dans la façon dont on va vous la présenter, il y a eu, donc là je suis en train de vous faire la présentation, comme vous en rendez compte. Ensuite, il y a, je reprends mes petites notes parce que c'est toujours pareil, il faut oublier personne. Ensuite, il y a Thomas Schmitt qui est là, qui va vous retracer le début de l'étude. Ensuite, Denis Gerbrand et Abraham Segal qui continueront sur leur lancée. Et ensuite, Xavier Carniot pour le C7, Thomas, moi et en fait finalement un peu tout le monde, sur les conclusions pour reprendre ce qui aura été dit, de façon à ouvrir la discussion la plus large possible avec vous. Donc on va essayer d'être assez concis et assez bref dans la présentation, de laisser le plus de place possible à la discussion entre vous et entre nous. Donc c'est vrai que nous savons quand même tous qu'en ce moment, et depuis quelques années, on vit des bouleversements importants dans l'accès aux images. C'est un peu une tarte à la crème, mais c'est vrai qu'il y a quand même la multiplication des écrans. Donc qu'est-ce qu'on met dessus et dedans surtout, et tout ça a été très rapide finalement. Et cette étude, là vous allez les voir au fur et à mesure dans ce qu'on va vous exposer, elle montre bien que le documentaire rencontre vraiment un grand succès d'audience, que les spectateurs aiment ces films-là, que les ventes à l'international aussi marchent très très bien, que donc on pourrait se dire que tout va bien, que le tissu industriel aussi fonctionne, que tout va mieux. Mais elle montre aussi derrière toute cette bonne santé comme ça apparente, que reste des points très difficiles, et c'est sur cela qu'on va revenir, qui sont quand même une grande fragilité sur économique et une grande fragilité aussi finalement qui s'est creusée sur la création, sur l'innovation. Et que ça, c'est de plus en plus difficile à faire exister. Donc ça, c'est une chose importante. On s'est dit aussi, mais ça sont finalement, alors on pourrait dire les hasards du calendrier, mais moi j'ai tendance à ne pas penser qu'il y a énormément de hasard finalement dans ce que nous avons fait, parce que notre étude arrive au moment où effectivement l'univers, la télévisuelle a beaucoup changé. France Télévisions a une nouvelle équipe, il y a des nouveaux contrats d'objectifs et de moyens donc qui vont se mettre en place puisque nouvelle équipe. Arte change aussi profondément d'équipe et d'organisation, donc ça tombe bien que notre étude là aussi arrive à point. Et puis nous avons aussi un nouveau directeur du CNC, donc on va pouvoir aussi avoir le plaisir de bien le mettre au courant de nos conclusions. Donc tout ça, je me disais, mais je vais vous lire ma petite note parce que je la trouvais bien, j'ai fait une billet, je disais bref, vers un printemps du renouveau du documentaire. Voilà. Pour la suite de cette présentation, mais je l'ai dit avant, non mais c'est histoire parce que je vous sens quand même vraiment très attentif et c'est troublant, mais en même temps c'est bien. Donc la présentation, je vous l'ai dit,
comment ça allait se passer, je vous l'ai dit aussi, court et concis, je vous l'ai dit, donc je m'arrête et je passe la parole donc à Thomas. C'est ça? Abraham, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on avait dit. Bon, d'accord, on a dit ça. Donc, alors, voilà, moi je suis chargé effectivement de vous rapporter l'aspect, je dirais, la plus économique, le côté économique de l'étude. Donc c'est à la fois effectivement très sympathique, mais un tout petit peu, enfin ça a des côtés un peu rébarbatifs, donc je vais essayer d'être effectivement concis et de ne pas sortir trop de chiffres. Ces chiffres, ils sont dans les tableaux de l'étude, avec effectivement les courbes et tout ça, donc j'essaie d'être synthétique. Voilà. Effectivement, la comparaison stricte entre 2000 et 2009 des données, des indicateurs économiques concernant le secteur documentaire, si on fait cette comparaison stricte, ça donne une photographie plutôt positive de la situation. C'est-à-dire que, en termes de volume horaire des documentaires, on a une stabilité. Au niveau de la diffusion du documentaire à la télévision, on a une augmentation notamment liée au lancement de la télévision numérique terrestre. On a également une augmentation du coût horaire des films documentaires, et on a enfin une augmentation du nombre de documentaires, donc du nombre de producteurs, donc avec la diversité qui doit aller avec. Donc on pourrait se dire finalement pourquoi on est tous là à parler du documentaire, puisque évidemment tout va bien. Mais quand on analyse plus en détail, je dirais, cette décennie, on voit des évolutions plus sensibles évidemment. Du côté du volume de production documentaire par exemple, on est en 2000, en 2009 autour de 2200 heures, un tout petit peu plus en 2000 qu'en 2009. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2002, on était à 2700 heures, avec une grosse chute jusqu'à 1800 heures en 2006, et sans doute, en gros, à cause d'un retrait, je dirais, de l'investissement des chaînes documentaires, des chaînes thématiques et des chaînes locales, liées évidemment à la réforme du COSI. Bon, mais retrait quand même. Et puis après, une relance du volume horaire lié à l'investissement des chaînes de la TNT, donc W9, Énergie 12, TMC, bon, avec aussi la chaîne parlementaire et Public Sénat, et également au niveau des chaînes hertziennes, un investissement accru. À peu près toutes les autres chaînes hertziennes sont stables, sauf M6 qui augmente en fin de parcours, en fin de décennie. Donc voilà, donc c'est effectivement ça va bien, mais il y a quand même des modifications. C'est plutôt la TNT qui reprend le relais des anciennes chaînes thématiques et des chaînes locales. Du côté du coût horaire qui a augmenté de 120 000 € en 2000 à 155 000 € en 2009, on pourrait dire super, enfin, en tout cas pour les producteurs et réalisateurs, il y a plus de sous derrière ça, mais en même temps, en fait, on constate qu'il y a une augmentation effectivement entre 2000 et 2006 de 120 000 à 160, puis après une baisse depuis qu'effectivement la TNT est rentrée un peu dans l'histoire, de 160 à 155 000. En réalité, on s'est rendu compte, c'est pas totalement nouveau, mais c'est important de le resignifier, c'est que la moitié, en gros près de la moitié des documentaires sont réalisés et produits avec des devis à moins de 100 000 €. Et quand vous produisez un film à moins de 100 000 €, ça fait faire des acrobaties à nos amis auteurs, réalisateurs et producteurs qui sont assez jolis, mais c'est un peu casse-gueule. Bon. Donc, ce sous-financement chronique que l'on... enfin, c'est pas tout à fait nouveau, on en parle depuis un moment, qui concerne à la fois, on va dire, notre travail avec les chaînes hertziennes et évidemment encore plus avec les chaînes, on va dire, du second marché. Ce sous-financement chronique, il a débuté avec le décrochage en 94-95. On est passé de 220 000 € de coût horaire à 110 000. C'est l'époque de l'arrivée de la 5e et l'impact des chaînes thématiques et des chaînes locales. Et en fait, depuis ces 110 000 € il y a 15 ans, on rattrape petit à petit, mais le sous-financement continue à exister.
Alors on accepte ces conditions financières un peu compliquées, sans doute parce qu'on est un peu maso, sans doute, ça me paraît assez clair, sinon on fera autre chose, mais surtout parce que du côté du pouvoir des négociations que nous avons, nous, auteurs et producteurs, vis-à-vis des diffuseurs, et notamment des diffuseurs qui financent à peu près décemment, on est dans un rapport de 603 producteurs en 2009 face à 3 acheteurs principaux, France Télévisions, Arte et Canal+. Donc dans un rapport extrêmement défavorable, c'est-à-dire qu'on est dans un marché de concurrence purement imparfait qui fait qu'effectivement les prix qui sont pratiqués sont les prix essentiellement voulus par les acheteurs. Donc ce sont des conditions par rapport auxquelles on n'a pas un choix absolument considérable. Et en fait, on fait aussi quand même un choix, très souvent, qui est un choix effectivement particulier dans un univers économique, c'est que très souvent, le désir de film que les auteurs et les producteurs partageons, c'est un désir qui dépasse très largement la rationalité économique. Bon. Et donc, de temps en temps, pour vraiment faire un film et vraiment défendre du sens, on est prêt à pas vraiment se payer beaucoup. Voilà, donc effectivement ce coût horaire, pour finir là-dessus, qui a augmenté mais très petitement par rapport au rattrapage voulu, et on est plutôt, je dirais, dans un moment où on se débrouille financièrement comme on peut, sachant que je vous rappelle juste ce point quand même important, c'est que les chaînes de télévision en moyenne financent moins de la moitié de nos devis, c'est-à-dire on est à 47,3%, après fiction on est à 74%, ce qui devrait logiquement nous amener à un peu plus d'indépendance éditoriale, ce qui est plus ou moins le cas. Par rapport au nombre de producteurs, on a bien une augmentation, on passe de 450 en 2000 à 608 en 2009. Donc le masochisme se partage, donc c'est plutôt, ça devient un sadomasochisme assez sympathique, éventuellement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation, donc effectivement on est prêt à prendre ces risques-là. Sur la concentration sur je dirais les plus grosses entreprises de production, ça augmente peu, c'est-à-dire qu'on est effectivement, je vais passer les chiffres là-dessus, mais en fait, il n'y a pas une concentration énorme. Ce qui, par contre, est assez intéressant, c'est par rapport aux producteurs les plus productifs, ceux qui font plus de 30 films par an. Ils étaient 2 en 2000, ils sont 7 en 2009, et dans ces 7, on compte 3 agences de presse, et on compte une filiale d'un groupe important, intéressant, qui est AB Productions. Donc, les plus prolifiques, les plus productifs des producteurs, évidemment, sont sur des formats, sur les documentaires, qui sont d'un certain type. Est-ce que c'est synonyme d'une évolution, je dirais, du paysage de ces, on va dire, 5-6 dernières années? Sans doute. La mutation du paysage audiovisuel, avec donc le développement rapide de la TNT, évidemment du web, sont en fait, pour nous à travers les témoignages qu'on a pu avoir, à la fois des diffuseurs, des producteurs, des réalisateurs, c'est cette évolution du paysage audiovisuel a renforcé encore la prise en compte de l'audience. C'est-à-dire que l'audience, c'est pas tout à fait nouveau, et un élément clé, je dirais, par rapport au tableau de bord des diffuseurs, mais c'est devenu un élément super clé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la concurrence, les chaînes de la TNT passant de 6% de part de marché à environ 20% aujourd'hui, fait que ça fait peur aux chaînes hertziennes, et ça fait particulièrement peur, enfin ça fait aussi peur, y compris aux chaînes publiques. Bon. Et par rapport à cette peur, on a observé en fait une réaction qui est une réaction qui a, on va dire, 2 grandes tendances. Une première tendance, c'est une tendance à la maîtrise la plus poussée de la réalisation, de la production de documentaires. Volonté de maîtrise pour avoir des docs qui, effectivement, puissent avoir le plus d'audience possible. Alors, volonté de maîtrise, ça passe par quoi?
par une logique d'occasion, logique de marque, qui va jusqu'à une intrusion assez importante dans la réalisation, ça va jusqu'à un encadrement de la narration, et ça passe par une logique qui s'est beaucoup développée de collections qui ont le mérite pour les chaînes, à la fois de leur permettre de choisir des sujets et un cahier des charges de réalisation et de production. Donc maîtrise, volonté, et sans doute humaine, hein, de maîtriser le plus possible les programmes pour aller chercher cette audience. Deuxième tendance, une tendance à faire évoluer les écritures, ce qui est plutôt une bonne chose, mais pour aller essayer de chercher un public un peu plus volatile de téléspectateurs jeunes, c'est le public qu'on a du mal à avoir en documentaire, il faut être clair, et effectivement on a besoin d'un renouvellement des générations de public du documentaire, mais on va les chercher soit par effectivement une forme plutôt spectaculaire, alors effectivement ça marche plutôt pas mal, quelques prime time, l'idée du documentaire événement, soit par des documentaires qui sont très finalement copiés sur ce que font la concurrence des chaînes publiques, c'est-à-dire plutôt l'enquête magazine, très calqué sur chaîne concurrente de la TNT, voire de M6. En bref, en fait, ce qu'on a constaté, c'est, je pense, une observation quand même vraiment partagée aussi par un certain nombre de chargés de programme et de directeurs de programme et de directeurs d'unité documentaire, c'est quand même donc cette volonté de maîtrise et un resserrement éditorial qui transforme petit à petit la logique de l'offre des réalisateurs et des producteurs qui viennent avec un projet, un désir de film et quelque chose qui... Voilà, on est dans une proposition, à une logique de la demande, donc où on a des documentaires qui nous sont fortement conseillés par les diffuseurs, et donc on passe petit à petit d'une logique effectivement d'une relation assez respectueuse à quelque chose qui ressemble parfois à de la sous-traitance, du façonnage, et parfois nous producteurs, on est un peu comme des gardes-chiourmes ayant pour vocation de contrôler nos amis réalisateurs dans les films à faire. Alors, je caricature un tout petit peu, mais on est parfois pas tout à fait loin de ça. Et évidemment, derrière ça, donc on a une logique globale de mimétisme des chaînes concurrentes, avec un emballage parfois un peu différent, et on est dans une logique qui a tendance à repousser le documentaire d'auteur, le documentaire original, vers la marge. Je m'arrêterai là. Bon, alors nous qui ne sommes pas vraiment contrôlés mais libres comme réalisateurs, je voudrais revenir sur quelque chose, une fois que Thomas a fait le tour de ces constats, revenir à quelque chose qu'on a un peu zappé au départ. Il ne faut pas oublier le sous-titre de notre étude qui est